Le crépuscule enveloppait la ville d'un voile sombre, et les rues désertes semblaient garder un silence pesant. Monsieur Antoine Delacroix, général en chef de la police, avançait d'un pas tranquille, sa silhouette imposante coupant l'air lourd de la nuit. C'était un homme respecté pour son intégrité, mais aussi craint pour sa détermination à éradiquer la corruption qui infectait les rangs de la police. Delacroix était une figure emblématique, un pilier de justice, mais il portait aussi sur lui le fardeau d'être l'un des rares noirs à avoir atteint ce rang dans un système gangréné par les préjugés. À ses côtés marchait Hector, son fidèle berger allemand. Toujours à l'affût, le chien le suivait comme son ombre, vigilant et protecteur. Delacroix et Hector formaient un duo inséparable. L'un représentait l'autorité et la justice, l'autre la loyauté et la force. Ce soir-là, il rentrait d'une longue journée de travail. Delacroix, bien que fatigué, semblait serein, savourant ce moment de répit en compagnie de son chien. Soudain, un bruit sourd retentit dans l'air frais de la nuit. Derrière eux, caché dans les ombres, l'agent Philippe Durand attendait patiemment, son arme à la main. Durand, un policier blanc au passé entaché de nombreuses accusations de racisme et d'abus de pouvoir, nourrissait une haine profonde pour Delacroix. Il voyait en lui un obstacle, un homme qui, selon lui, n'aurait jamais dû atteindre cette position prestigieuse simplement à cause de la couleur de sa peau. C'était cette haine, viscérale et irrationnelle, qui l'avait poussé à commettre l'irréparable. Delacroix ne se doutait de rien. Ses pensées dérivaient vers les défis qu'il devrait encore affronter, tandis que la silhouette de Durand s'approchait, animée par une rage aveugle. Le moment était venu pour lui d'agir. Ses doigts serrèrent la gâchette avec détermination. Un coup de feu éclata, brisant le calme de la nuit. Le corps du général Delacroix s'effondra au sol, sans un mot, sous les yeux horrifiés d'Hector. Le chien se mit à aboyer furieusement, sa panique montant en crescendo alors qu'il tentait désespérément de protéger son maître, sans comprendre ce qui venait de se passer. Hector se coucha près du corps de Delacroix, le flairant et gémissant, cherchant à réveiller celui qui avait toujours été à ses côtés. Durand, figé, contemplait son œuvre. Son arme encore fumante à la main, il regardait le corps de Delacroix sans aucun remords, persuadé d'avoir rétabli l'ordre dans ce qu'il croyait être un monde déséquilibré. Mais Hector, fidèle et déterminé, n'était pas prêt à abandonner. Tandis que Durand s'éloignait dans l'ombre, le chien, plein de rage et de chagrin, restait aux côtés de son maître, jurant silencieusement de ne jamais laisser cet acte ignoble impuni. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique où le général Antoine Delacroix avait été abattu en pleine rue. 2 mois de silence, de deuil et de colère inassouvie. Malgré les enquêtes officielles, les hommages rendus par la ville et les reportages médiatiques, quelque chose restait profondément brisé dans le cœur de ceux qui avaient connu et respecté l'homme. La police, gangrénée par des factions opposées, ne parvenait pas à s'unir pour rendre justice. Et au milieu de tout cela, un fidèle berger allemand continuait de veiller, immuable. Hector restait là, jour après jour, posté devant la tombe de Delacroix, refusant de quitter son maître. Ni les tentatives de la famille, ni les appels de ses anciens collègues n'avaient pu détourner l'animal de sa mission silencieuse. Sous le ciel gris de automnal approchant, le chien continuait d'attendre, espérant peut-être que son maître se relèverait de la terre. Le cimetière, plongé dans la brume, semblait presque déserté, à l'exception du berger allemand dont la loyauté indéfectible marquait chaque visiteur. Une brume légère enveloppait le cimetière en cette fin de journée automnale. Les feuilles mortes craquaient sous les bottes des 2 policiers qui patrouillaient autour des tombes. Inspecteur Laurent et son jeune collègue, sergent Dubois, marchaient en silence, leur souffle se condensant dans l'air froid. « Ce n'est pas une ronde habituelle, hein » murmura Dubois, un sourire nerveux aux lèvres. Laurent haussa les épaules. « On nous a demandé de faire un tour ici. » Apparemment, le gardien du cimetière a remarqué des choses inhabituelles. Des bruits, des ombres. C'est sûrement juste une question de superstition. Soudain, Dubois s'arrêta net. « Inspecteur, regardez là-bas. » Il pointa du doigt une silhouette sombre, accroupie près d'une tombe à une trentaine de mètres d'eux. Laurent plissa les yeux et aperçut un gros chien noir, assis avec une étrange dignité, sur la tombe de l'ancien général en chef de la police, le commissaire Delacroix. La bête avait le poil luisant et semblait observer la pierre tombale avec une intensité troublante. « Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là » murmura Laurent, perplexe. « Je n'ai jamais vu de chien errant dans le coin. » Ils s'approchèrent lentement, craignant de l'effrayer ou pire, de se faire attaquer. Mais le chien ne bougea pas. Il resta parfaitement immobile,
Ses yeux dorés fixés sur la pierre où étaient gravées les dates de naissance et de décès de Delacroix, ainsi que cette inscription « Servir et protéger, jusqu'à la dernière heure ». Dubois frissonna. C'est presque comme s'il montait la garde. Laurent hocha la tête, observant les détails de l'animal. Il n'y avait aucune laisse, aucun collier. Pourtant, le chien dégageait une impression de force et de noblesse. « Tu connais l'histoire du commissaire Delacroix ?» demanda Laurent d'une voix plus basse, comme si le cimetière lui imposait une sorte de respect silencieux. Dubois secoua la tête. Un homme remarquable. Il a mis fin à tant de crimes et de gangs dans cette ville. Mais il n'était pas seul. Il avait un chien, un Rottweiler nommé Hector. On disait que le chien l'a sauvé de nombreuses fois, flairant les embuscades et protégeant son maître. Hector est mort quelques mois avant le commissaire, et Delacroix ne s'en est jamais remis. Laurent marqua une pause. Les habitants racontent qu'à la mort de Delacroix, un chien noir, identique à Hector, est apparu ici, sur sa tombe. Dubois avala difficilement sa salive. Vous voulez dire que c'est le même chien? Mais c'est impossible. Hector est mort il y a des années. Le regard de Laurent ne quittait pas le chien, qui semblait presque écouter leur conversation. Il murmura, peut-être. Ou peut-être que c'est simplement un chien égaré. Mais, avant qu'il ne puisse finir sa phrase, le chien tourna la tête vers eux, ses yeux captant la lumière de la lune naissante. Il les fixa un moment, comme s'il jaugeait leur présence, puis se leva lentement. Il n'aboya pas, ne grogna pas. D'une démarche majestueuse, il s'avança vers les policiers, traversant le cimetière avec une grâce presque irréelle. Laurent et Dubois se figèrent, leur instinct de policier leur hurlant de reculer. Mais quelque chose d'inexplicable les empêchait de bouger. C'était comme si ce chien, cette entité, les envoûtait, les plongeant dans un état de stupeur totale. Les battements de cœur de Dubois résonnaient comme un tambourin frénétique, et il sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. « Inspecteur » souffla-t-il, la voix tremblante. Laurent ne répondit pas. Il avait les yeux rivés sur l'animal, qui s'approchait de plus en plus. À chaque pas du chien, le brouillard semblait s'épaissir, le silence devenait plus oppressant. Enfin, le chien s'arrêta à quelques mètres d'eux, son regard transperçant. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel, comme deux joyaux dorés animés d'une intelligence presque humaine. Puis, dans un geste lent, il baissa la tête et recula légèrement. C'était une invitation, un signe de soumission étrange qui contrastait avec l'aura imposante qu'il dégageait quelques instants plus tôt. Il fit demi-tour et commença à marcher vers l'arrière du cimetière, jetant de temps en temps des coups d'œil en arrière, comme pour s'assurer que les deux policiers le suivaient. Laurent reprit ses esprits le premier. « Viens, on le suit. » Sa voix n'était plus aussi assurée. Il ignorait ce qui le poussait à suivre ce chien, mais une intuition inexplicable lui disait qu'il devait le faire. Dubois hésita, mais finit par emboîter le pas de son supérieur. Ils marchèrent ainsi pendant ce qui leur parut être une éternité, longeant des rangées de tombes oubliées, certaines à moitié enfouies sous les herbes folles. La brume s'élevait en tourbillon, créant des formes étranges et sinistres qui dansaient autour d'eux. Le chien les guida jusqu'à une vieille chapelle en ruine, dissimulée par la végétation envahissante. Ses murs étaient fissurés, et le toit s'effondrait par endroits, laissant filtrer les rayons argentés de la lune. Le chien s'arrêta devant l'entrée de la chapelle, se tournant à nouveau vers eux. Ses yeux les fixaient intensément, comme s'il essayait de leur communiquer quelque chose. « Qu'est-ce qu'il veut » chuchota Dubois, les mains tremblantes. Laurent ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha de la chapelle, et lorsqu'il franchit le seuil, une odeur de terre humide et de bois moisi lui assaillit les narines. Le chien pénétra à l'intérieur et s'immobilisa au centre de la pièce, fixant un point précis sur le sol. Laurent sortit sa lampe de poche et balaya le sol du faisceau lumineux. Là, il aperçut une trappe en bois, couverte de poussière et de feuilles mortes. « C'est ça qu'il voulait nous montrer » murmura-t-il, à moitié pour lui-même. Dubois, se tenant prudemment derrière lui, hocha la tête. « Mais pourquoi ?» Comme pour répondre à cette question, le chien émit un léger grondement, se tournant vers eux. Laurent sentit son courage se raffermir. Il se pencha et tira sur la poignée rouillée de la trappe. Après quelques efforts, le couvercle céda dans un craquement sinistre, dévoilant un escalier étroit qui descendait dans les profondeurs de la terre. Un souffle glacé, chargé de poussière et de mystère, remonta de l'obscurité. Dubois déglutit bruyamment. « Inspecteur,
je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais Laurent, comme envoûté, posa un pied sur la première marche. Quelque chose me dit qu'on doit descendre. Le chien, assis près de la trappe, les observait calmement. Puis, dans un geste inattendu, il se leva et descendit les marches, s'enfonçant dans l'obscurité. Laurent jeta un coup d'œil à Dubois, dont le visage était blême. « Allez, courage. On y va. » Ils descendirent prudemment, leur lampe de poche éclairant le chemin. Les murs étaient recouverts de gravures anciennes, des symboles qu'ils ne pouvaient déchiffrer. L'air devenait de plus en plus froid et étouffant. Ils parvinrent enfin dans une petite salle souterraine. Au centre de la pièce se trouvait un coffre en bois, décoré de motifs complexes. Le chien s'assit à côté du coffre, attendant patiemment. Dubois s'approcha, ses doigts tremblants se posant sur le couvercle. « Ouvre-le » murmura Laurent. Dubois prit une grande inspiration et souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, ils découvrirent une collection d'objets étranges. Des photos jaunies, des médailles, un pistolet ancien, et au fond, une lettre scellée. Laurent prit la lettre et l'ouvrit délicatement. L'écriture élégante et familière du commissaire Delacroix apparut sous ses yeux. Laurent parcourut la lettre des yeux, le cœur battant. Les mots de Delacroix étaient empreints d'une urgence et d'une gravité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Lorsqu'il termina la lecture, il leva les yeux vers Dubois, qui fixait toujours le contenu du coffre, abasourdi. « Inspecteur, qu'est-ce que tout cela signifie ?» murmura Dubois, sa voix résonnant étrangement dans la salle souterraine. Laurent soupira, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. « Ça veut dire que le commissaire avait découvert quelque chose de plus gros que tout ce que nous aurions pu imaginer. Un réseau de corruption qui s'étendait jusqu'au plus haut niveau de la police, et peut-être même au-delà. » Le chien, toujours assis près d'eux, émit un petit jappement, attirant leur attention. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, et il semblait leur indiquer un autre point de la salle avec un mouvement subtil de la tête. « Attends, il y a autre chose, » dit Laurent, se levant lentement. Il se dirigea vers l'endroit indiqué par le chien et, à sa grande surprise, découvrit une deuxième trappe dissimulée sous une planche en bois vermoulu. Il se pencha et la souleva avec précaution. À l'intérieur, ils trouvèrent un autre coffre, plus petit, en métal, avec un cadenas imposant. Dubois approcha la lampe, éclairant le coffre d'une lueur vacillante. « Et ça, c'est quoi ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Laurent chercha frénétiquement dans le premier coffre et finit par trouver une petite clé en fer, ornée d'un motif complexe. Il la glissa dans le cadenas et le tourna. Un déclic sec retentit, et le couvercle s'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une série de dossiers épais, des cassettes audio et une enveloppe sur laquelle était écrit en lettres capitales « Pour l'œil DE la justice ». Laurent prit l'enveloppe et l'ouvrit avec précaution. Une série de photographies en noir et blanc en tomba. Elle montrait des hommes en costume, certains qu'il reconnut immédiatement comme étant d'anciens et actuels membres de la police. Mais il y avait aussi des figures politiques, des hommes d'affaires, et même quelques juges. « Mon Dieu !» murmura Dubois en fixant les visages sévères sur les photos. « C'est un véritable réseau d'influence. » « Exactement, » acquiesça Laurent. « Ces hommes contrôlent bien plus que la police. Ils ont des contacts dans le gouvernement, dans les entreprises privées. C'est une conspiration à grande échelle. » Le chien émit un léger gémissement, ramenant leur attention sur lui. Il se leva et se dirigea vers la sortie, comme s'il estimait que leur mission dans cette salle souterraine était terminée. « On ne peut pas emmener tout ça, » dit Dubois, un brin de panique dans la voix. « Si quelqu'un apprend ce qu'on a trouvé ici, on est mort, inspecteur. Ils ont le pouvoir d'écraser n'importe qui. » Laurent serra les dents. « Mais on ne peut pas laisser ça ici non plus. Ces preuves doivent sortir au grand jour. Delacroix est mort pour cette affaire. Hector. » Il s'arrêta un instant, posant un regard empli de respect sur le chien. « Hector nous a conduits ici pour que justice soit rendue. » Après un long silence, Dubois acquiesça. « Très bien. Mais comment va-t-on faire pour sortir tout ça d'ici sans se faire repérer ? » « On va tout photographier, scanner ce qu'on peut, et cacher les originaux ailleurs, » répondit Laurent en sortant son téléphone portable. « S'ils trouvent l'endroit, au moins les copies seront en sécurité. » Ils se mirent au travail, prenant des photos des documents, enregistrant les cassettes et listant méticuleusement chaque pièce de preuve. Le chien veillait en silence, ses yeux suivant chacun de leurs mouvements, comme s'il s'assurait que tout se passait bien.
Lorsqu'ils eurent fini, Laurent referma soigneusement le coffre et la trappe, puis ils sortirent de la salle souterraine. En surface, la brume s'était dissipée, révélant un ciel nocturne clair, constellé d'étoiles scintillantes. Le chien les mena silencieusement jusqu'à l'entrée du cimetière. Là, il s'arrêta, se retournant pour les fixer une dernière fois. Laurent sentit une vague d'émotion le submerger. « Merci, Hector », murmura-t-il. Le chien inclina la tête, ses yeux dorés brillant d'une lueur douce et paisible. Puis, dans un mouvement fluide, il fit demi-tour et disparut dans l'obscurité, se fondant dans les ombres du cimetière, comme s'il n'avait jamais existé. Dubois et Laurent restèrent immobiles un long moment, les regards perdus dans la direction où le chien s'était évanoui. Puis, se ressaisissant, ils quittèrent le cimetière, le cœur alourdi mais déterminé. Laurent et Dubois reprirent le chemin du commissariat, le silence pesant entre eux. Les événements de la nuit leur semblaient presque irréels, comme un mauvais rêve dont ils avaient du mal à se réveiller. Lorsqu'ils arrivèrent dans le parking désert, ils échangèrent un regard lourd de sens. « Que fait-on maintenant » demanda Dubois, sa voix à peine plus qu'un murmure. Laurent prit une profonde inspiration. « On doit rester discret. Tant que les médias n'ont pas tout révélé, nous sommes en danger. Ils voudront nous faire taire avant que l'affaire n'éclate. » Il fit une pause, les yeux fixés sur l'obscurité qui entourait le commissariat. « Dubois, va voir ta famille. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais si tu veux te retirer maintenant, je comprendrai. » Dubois hocha lentement la tête. « Non, inspecteur. Je ne peux pas partir maintenant. Hector et Delacroix. Ils ont donné leur vie pour cette vérité. On doit aller jusqu'au bout. » Ces mots étaient fermes, mais Laurent pouvait voir la peur dans ses yeux. Ils se séparèrent peu après, promettant de rester en contact via un réseau sécurisé qu'il avait mis en place pour éviter toute interception. Laurent passa la nuit dans son bureau, son esprit tourmenté par les implications de ce qu'il avait découvert. Chaque bruit, chaque pas dans le couloir le faisait sursauter, et il ne parvint à trouver le sommeil que quelques heures avant l'aube. Le lendemain matin, l'ampleur de l'affaire se dévoila enfin. Les premières chaînes d'information relayaient déjà des éléments du scandale. Des accusations de corruption, des détournements de fonds, des preuves de collusion entre fonctionnaires et chefs de la mafia locale. Mais les médias ne connaissaient qu'une partie de l'histoire. Ils n'avaient pas encore tout publié, par crainte des représailles. Laurent vérifia ses mails sécurisés. Un message codé de Dubois clignotait dans sa boîte de réception. « Ils savent. Ils te cherchent. Ne reste pas au commissariat. » Laurent sentit son cœur se serrer. Il savait que ce moment arriverait, mais il n'était pas prêt à abandonner. Il sortit discrètement du commissariat, utilisant une voiture banalisée pour se rendre dans un lieu sûr. Dans les jours qui suivirent, ils durent rester en mouvement, changeant de cachette chaque nuit. La pression sur eux ne cessait de croître. Des appels anonymes, des messages de menaces, et même des tentatives d'intimidation physique les suivaient partout. Mais malgré cela, chaque jour de plus permettait à l'affaire de prendre de l'ampleur. Les manifestations se multiplièrent, réclamant des enquêtes indépendantes et la démission de hauts responsables. La ville tout entière semblait plongée dans un tourbillon d'agitation. Un soir, alors qu'il se cachait dans un petit appartement de banlieue prêté par un ancien collègue de Delacroix, Laurent reçut un appel d'un numéro inconnu. « Inspecteur Laurent ?» demanda une voix féminine, teintée de nervosité. « Qui est à l'appareil ?» répondit-il, cessant immédiatement en alerte. « Je suis Claire Delacroix, la fille du commissaire. » Laurent sentit son souffle se couper. Il n'avait pas vu Claire depuis des années, depuis que Delacroix l'avait tenue à l'écart de son travail, pour sa sécurité. Il se souvenait d'elle comme d'une jeune femme brillante et pleine de vie. « Claire, je suis désolé pour ce qui est arrivé à ton père, » dit-il doucement. « Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. » Sa voix était pressée, comme si elle se cachait elle-même. « J'ai découvert quelque chose dans les affaires de mon père. Quelque chose qui pourrait être encore plus important que ce que vous avez déjà trouvé. Il avait des contacts dans les services de renseignement. Des gens de confiance, mais ils ne savent pas encore que vous avez repris l'affaire. Je pense qu'ils peuvent vous aider. » Laurent se redressa, l'adrénaline envahissant ses veines. « Où es-tu ? Je viens te chercher. »« Non » s'exclama-t-elle. « Vous devez rester discret. Je vais vous envoyer une adresse. Venez seul. Pas de téléphone, pas de traceur. Et surtout,
Elle s'arrêta, hésitante. Ne faites confiance à personne, même dans votre propre camp. L'appel se coupa brusquement. Laurent fixa l'écran de son téléphone, ses pensées s'en mêlant. Pourquoi Claire le contactait-elle maintenant? Que savait-elle exactement? Il partagea l'information avec Dubois, qui était aussi perplexe que lui, mais après une longue discussion, ils décidèrent de suivre ses instructions. La nuit suivante, ils se rendirent à l'adresse que Claire leur avait envoyée. C'était un vieil entrepôt désaffecté, à l'écart de la ville. Les lieux étaient plongés dans l'obscurité, et la tension était palpable. À l'intérieur, ils trouvèrent Claire, visiblement épuisée et sur ses gardes. « Merci d'être venu, murmura-t-elle en les accueillant. J'ai ici quelque chose qui pourrait faire tomber toute la conspiration. » Elle leur montra une clé USB. C'est un fichier sécurisé. Mon père avait réussi à pirater les communications de certains membres du réseau. Il y a des enregistrements, des échanges d'informations et des listes de noms. Avec ça, vous pouvez prouver leur culpabilité devant un tribunal. Laurent prit la clé, la tenant comme le précieux objet qu'elle était. Mais pourquoi tu n'es pas allé directement à la police? Parce qu'il y a une taupe dans les services de renseignement. Quelqu'un a déjà commencé à effacer les traces de cette affaire. C'est pour ça que mon père est mort. Il s'est rapproché trop près de la vérité. Je n'ai plus confiance en personne. Laurent et Dubois échangèrent un regard chargé de gravité. La tension qui régnait dans l'air était presque palpable. « Nous devons être prudents, » murmura Laurent, gardant un ton calme pour ne pas effrayer Claire. « Et que comptes-tu faire maintenant ?» Claire inspira profondément. « Je vais rester cachée. Je ne peux pas prendre le risque d'être retrouvée. Mais vous devez diffuser ces informations au plus vite. Si ce que contient cette clé est aussi explosif que je le pense, ils ne vous laisseront pas faire. » Dubois hocha la tête. « Nous avons besoin d'un plan. Si nous l'amenons au tribunal, il faudra protéger les preuves et notre sécurité. » Exactement, acquiesça Laurent. Nous devrons aussi nous assurer que Claire soit en sécurité. Tu ne peux pas rester seul ici. J'ai un ami, un ancien agent de la DGSI, qui peut nous aider à faire circuler l'information sans attirer l'attention. Il a ses propres contacts, et il pourra aussi organiser une protection pour Claire, proposa Dubois. Ça peut marcher, mais il faut y aller prudemment, répondit Laurent. Il regarda Claire. Tu dois nous faire confiance, Claire. Si ce que tu as dit est vrai, nous pouvons tous faire tomber ce réseau. Mais il faudra agir vite et être extrêmement prudent. Claire acquiesça, mais l'inquiétude était évidente sur son visage. Je sais que je ne peux faire confiance à personne, mais je ne veux pas que la mort de mon père soit vaine. Le trio se mit au travail. Ils décidèrent de se séparer à nouveau pour minimiser les risques. Dubois contacta son ancien collègue pendant que Laurent restait en contact avec Claire, la rassurant autant qu'il pouvait. Le lendemain, Laurent et Dubois se retrouvèrent dans un café éloigné, leur fidèle planque. « J'ai eu mon ami », annonça Dubois, l'air préoccupé. « Il peut nous rencontrer ce soir. » Mais il a mis en garde. Ils savent que nous cherchons à nous défendre. Ils surveillent les mouvements autour du commissariat. Nous devons feinter. Alors, il est impératif qu'on ne leur laisse pas d'indices, répondit Laurent. Nous devons agir comme si nous étions sur une affaire ordinaire. Lorsque la nuit tomba, ils se dirigèrent vers le lieu de rendez-vous, un petit bureau en dehors de la ville. L'atmosphère était tendue, chaque bruit semblait résonner dans l'obscurité. Laurent se remémorait les mots de Claire. Ne faites confiance à personne. À l'intérieur du bureau, ils trouvèrent Paul, l'ami de Dubois, assis derrière un bureau en bois usé. Son visage était marqué par des années d'expérience, mais il avait également l'air nerveux. « Merci d'être venu », commença-t-il en scrutant les alentours. « La situation est plus grave que prévu. J'ai reçu des informations selon lesquelles des hommes sont à votre recherche. Ils doivent savoir que vous êtes en vie. » Laurent sentit une bouffée d'adrénaline l'envahir. « Nous devons agir vite. Que proposez-vous » Paul se leva et se dirigea vers une carte accrochée au mur. « Voici l'endroit où la réunion aura lieu. C'est un entrepôt abandonné en dehors de la ville, souvent utilisé par les membres du réseau. Si vous parvenez à y entrer et à capturer des preuves audio ou visuelles, cela pourrait être la clé pour tout faire tomber. » Nous devons être prudents, intervint Dubois. Si la taupe est parmi nous, cela pourrait être un piège.
Je vais m'assurer que Claire est en sécurité, dit Laurent, se tournant vers elle. Si quelque chose tourne mal, cache-toi et contacte-nous. Claire hocha la tête, mais l'inquiétude persistait dans ses yeux. Je n'aime pas l'idée de rester ici sans vous. C'est le mieux à faire pour le moment, insista Laurent. Nous reviendrons dès que nous aurons des nouvelles. La tension était palpable alors qu'il quittait le bureau et prenait la route vers l'entrepôt. Laurent conduisait prudemment, ses pensées s'embrouillant. Et si Paul était la taupe? Une fois arrivés sur place, ils se garèrent à une certaine distance et s'approchèrent discrètement de l'entrée de l'entrepôt. La lumière tamisée filtrait à travers les fissures des murs délabrés. Les voix des membres du réseau résonnaient à l'intérieur, les rendant nerveux. « On doit entrer par l'arrière », murmura Laurent, se glissant derrière un tas de débris. Dubois le suivit, le cœur battant. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. Laurent et Dubois se faufilèrent entre les caisses, s'approchant lentement de la source des voix. Les membres du réseau discutaient des derniers développements concernant leur corruption, échappant à toute forme de surveillance. Laurent sortit un petit enregistreur de sa poche et commença à capturer la conversation. Soudain, un bruit de pas retentit derrière eux. Les deux hommes se figèrent. Un garde s'approchait, balayant la pièce d'un regard méfiant. Laurent et Dubois se cachèrent derrière une pile de palettes, retenant leur souffle. « Je te jure, ils nous traquent », dit l'un des membres du réseau. « On doit agir vite avant qu'ils ne nous mettent la main dessus. » Laurent échangea un regard avec Dubois, son cœur battant la chamade. Il devait agir, et vite. Alors qu'il prenait une décision sur la meilleure manière d'agir, une voix familière résonna à l'extérieur. « Je sais que vous êtes là, Laurent !» cria Paul. « Montrez-vous !» Le cœur de Laurent s'arrêta. C'était un piège. Des hommes en uniforme surgirent de l'ombre, encerclant l'entrepôt. Laurent et Dubois se regardèrent, réalisant qu'il avait été trahi. Ils tentèrent de se faufiler vers une sortie, mais les gardes étaient déjà là, bloquant leur chemin. « Ne bougez pas !» ordonna l'un d'eux, son arme braquée sur eux. « Pourquoi tu as fait ça, Paul ?» demanda Laurent, sa voix trahissant sa colère et sa confusion. Paul sourit d'un air cruel. « Parce que je suis fatigué de courir. Vous auriez dû rester dans l'ignorance. Mais maintenant, vous êtes en danger. » Juste au moment où Laurent pensait que tout était perdu, il se souvint de la clé USB que Claire lui avait confiée. Il fallait la protéger à tout prix. Dans un acte désespéré, il la glissa dans la poche intérieure de sa veste, déterminé à ne pas laisser la vérité s'évanouir. « S'ils s'en prennent à nous, ils s'en prendront aussi à toi, Paul, » siffla Dubois. « Et tout ce que tu as construit s'effondrera. » Un coup de feu résonna soudainement à l'extérieur. Les hommes en uniforme échangèrent des regards alarmés, et la confusion s'installa. C'était Claire, qui venait de libérer la rage accumulée en elle. Elle avait un pistolet à la main, son regard déterminé. « Laissez-les partir, ou je tire !» cria-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Laurent et Dubois se figèrent, émerveillés. Claire était là, courageuse et prête à se battre. Dans un élan de solidarité, ils se rejoignirent, s'armant de courage et se préparant à agir. « Maintenant !» ordonna Laurent, prenant la tête de l'opération. Tous ensemble, ils se précipitèrent vers la sortie, utilisant la diversion pour passer au travers des hommes armés. Alors qu'ils couraient à l'extérieur, les balles sifflaient autour d'eux, mais la détermination de Claire les propulsa à l'avant. Une fois dehors, ils se séparèrent pour atteindre une voiture stationnée à proximité. L'adrénaline pulsait dans leurs veines alors que Laurent démarrait la voiture en trombe. « Où allons-nous » demanda Dubois, hors d'haleine. « À la presse » répondit Laurent. « Nous devons dévoiler la vérité avant qu'ils ne puissent nous faire taire. » Leur cœur battait à l'unisson alors qu'ils filaient à toute vitesse vers la lumière de la ville, laissant derrière eux les ténèbres de la trahison. Ils savaient que le chemin serait dangereux, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter n'importe quel obstacle pour faire éclater la vérité. Avec la clé USB en sécurité et l'espoir de justice allumé dans leur cœur, ils se dirigeaient vers leur destin, déterminés à ne jamais abandonner. Alors qu'ils prenaient la route vers la presse, l'atmosphère dans la voiture était électrique. L'adrénaline pulsait dans leurs veines, mais le poids de la trahison de Paul et le danger imminent les rongeaient. Claire, encore sous le choc de ce qu'elle venait de vivre, regardait par la fenêtre, son esprit en ébullition. « Que allons-nous dire à la presse ?» demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. «
Nous avons des preuves, répondit Laurent en gardant les yeux fixés sur la route. Si nous exposons le réseau de corruption, cela pourrait entraîner des enquêtes, espérons-le, des arrestations. Mais il faudra être prudent. Ils ne nous laisseront pas faire cela sans se battre. Dubois hocha la tête, nerveux mais déterminé. Et si Paul était en contact avec la presse? Il pourrait essayer de détruire notre crédibilité. Laurent serra le volant. Alors nous devrons être rapides. Une fois que nous aurons fait entendre notre voix, ils ne pourront pas étouffer l'histoire. Les lumières de la ville s'approchaient rapidement, illuminant leur chemin. Laurent se gara devant un bâtiment de presse, le cœur battant. Il savait que ce qu'il allait faire allait changer leur vie à jamais. « Restez ensemble », murmura Laurent alors qu'il sortait de la voiture. « Nous devons entrer, exposer les preuves et faire en sorte qu'ils nous écoutent. » À l'intérieur, l'ambiance était chaotique, des journalistes courant partout, des caméras braquées sur eux. Laurent se dirigea vers un rédacteur en chef qui semblait avoir un peu plus d'influence. « Attendez, vous ne pouvez pas entrer ici », s'exclama un garde de sécurité, mais Laurent était déterminé. « Nous avons des informations cruciales sur un réseau de corruption qui sévit dans cette ville. Laissez-nous parler au rédacteur en chef. » Le garde hésita, et cela suffit à attirer l'attention d'une journaliste, Caroline, qui avait entendu leurs paroles. Elle s'approcha, intriguée. « Que se passe-t-il ici ?»« Nous avons des preuves, » insista Laurent, sortant la clé USB de sa veste. « Cela pourrait changer le cours des choses. » Caroline leva un sourcil, intriguée. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des enregistrements d'une réunion secrète, des détails sur les opérations de corruption, » répondit Dubois, les mains tremblantes d'excitation. « Montrez-moi, » demanda-t-elle, son regard perçant. Ils se dirigèrent tous les trois vers le bureau de Caroline, la tension montant à chaque pas. Une fois à l'intérieur, Laurent inséra la clé USB dans son ordinateur. Les fichiers apparurent à l'écran, révélant des conversations compromettantes, des preuves accablantes contre des membres influents du réseau. « C'est incroyable, » murmura Caroline, son regard fixant l'écran. « Je ne peux pas croire ce que je vois. Vous avez une histoire ici, et je vais m'assurer que tout le monde l'entende. » Mais alors qu'ils discutaient, Laurent reçut un message sur son téléphone. C'était un texte anonyme. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Nous savons où vous êtes. » Son cœur s'arrêta. « On doit partir, maintenant, » dit-il, l'angoisse dans sa voix. « Ils sont sur nous. » Caroline hocha la tête. « J'ai un plan. Suivez-moi. » Ils quittèrent rapidement le bureau, Caroline les guidant à travers les couloirs, évitant les regards curieux et les reporters. Laurent sentait l'urgence de la situation, le danger se rapprochant. Mais Claire, à ses côtés, avait pris une nouvelle détermination. « Nous ne laisserons pas tout cela s'évanouir, » affirma-t-elle. « Nous devons nous battre pour la vérité. » Ils atteignirent une issue de secours et sortirent à l'air libre. Caroline les mena vers une voiture stationnée à l'arrière du bâtiment. « Montez, » ordonna-t-elle. « Je vais vous conduire à un endroit sûr. Nous allons rendre cette histoire publique. » Alors qu'ils prenaient la route, Laurent jeta un coup d'œil par la fenêtre, voyant les lumières de la ville s'estomper derrière eux. Il savait qu'il était sur le point de déclencher une tempête, mais ils étaient prêts à tout pour que justice soit faite. « Quoi qu'il arrive, nous allons les arrêter, » dit Laurent, déterminé. Ce réseau de corruption ne pourra pas s'en sortir cette fois. En fuyant la presse, Laurent, Claire et Dubois se sentaient déterminés, mais également exposés. Caroline les conduisit à un Saphaos, un petit appartement sécurisé au cœur de la ville. Une fois à l'intérieur, ils s'assirent autour d'une table, le stress palpable. « Nous avons besoin de préparer notre stratégie pour ce soir, » dit Caroline, le regard sérieux. « Je vais contacter mes collègues. Nous devons être prêts lorsque nous dévoilerons l'histoire. Mais nous devons aussi protéger nos arrières, » ajouta Dubois. « Ils savent que nous avons des preuves, et ils ne reculeront devant rien pour nous faire taire. »« Je vais vérifier mes contacts et voir si nous pouvons avoir une protection, » proposa Claire, se levant avec un air de défi. Laurent regarda la clé USB sur la table. « C'est ça qui est crucial. Si nous la perdons, nous perdons tout. » Les heures passèrent alors qu'ils préparaient la divulgation de leur histoire. Caroline commença à rédiger un article percutant, révélant les noms et les crimes de ceux qui étaient impliqués dans le réseau de corruption. Leurs preuves allaient non seulement exposer la corruption,
mais aussi impliquer des politiciens influents et des entreprises puissantes. À mesure que le soleil se couchait, Laurent, Claire et Dubois se tenaient prêts à agir. L'ambiance était tendue, mais la détermination était palpable. Ils savaient qu'il allait devoir faire face à une tempête. Finalement, Caroline se tourna vers eux. L'article sera publié dans moins d'1 heure. Nous devons nous assurer que les médias couvrent l'histoire pour que la pression publique soit maximale. Juste au moment où il se préparait à sortir, le téléphone de Laurent vibra. Un message apparaissait à l'écran. Vous n'aurez pas le temps de parler. Son cœur se serra. Ils arrivent, murmura-t-il, l'angoisse dans sa voix. Vite, sortons par l'arrière, ordonna Caroline, les yeux écarquillés. Ils se dirigèrent rapidement vers l'arrière de l'appartement, mais alors qu'il ouvrait la porte, ils se retrouvèrent face à un groupe d'hommes armés. C'étaient les membres du réseau, envoyés pour les éliminer. Ne bougez pas, cria l'un d'eux, l'arme pointée sur eux. Laurent sentit la panique monter. Reculez, ordonna-t-il, en tentant de garder son calme. Claire, dans un élan de courage, se glissa derrière Laurent et sortit un pistolet qu'elle avait récupéré lors de l'incident à l'entrepôt. « Ne vous approchez pas !» cria-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Les hommes échangèrent des regards surpris. C'était leur moment. Profitant de la distraction, Laurent et Dubois se jetèrent sur l'un des hommes, désarmant celui qui avait l'arme braquée sur eux. La lutte s'intensifia, mais ils étaient en désavantage numérique. Soudain, un bruit de sirène retentit au loin. Caroline avait alerté la police. Les membres du réseau, réalisant qu'il était piégé, se mirent à fuir. Laurent et son équipe en profitèrent pour s'échapper par l'arrière. Dans la rue, la police arriva en force. Les agents, alertés par les cris et le tumulte, intervinrent rapidement. « À terre !» ordonna un officier, pointant son arme sur les hommes du réseau. La scène qui suivit fut un chaos organisé, des policiers en uniforme attrapant les membres du réseau un à un. Les sirènes retentissaient, et la tension dans l'air se dissipa lentement alors que la justice prenait le dessus. Une fois la situation sous contrôle, Laurent, Claire et Dubois observèrent, soulagés mais encore en état de choc. Les membres du réseau étaient enchaînés, escortés par les agents. « Nous l'avons fait », murmura Claire, la voix tremblante d'émotion. « Oui, mais cela ne s'arrête pas là », répondit Laurent. « Nous devons nous assurer qu'ils ne s'en sortent pas. » Après une enquête approfondie, le réseau fut démantelé, et ses membres condamnés à des peines de prison sévères. Certains, en raison de la gravité de leurs crimes, furent condamnés à la peine de mort, une décision qui provoqua des débats intenses dans la société. Laurent, Claire et Dubois furent applaudis comme des héros, mais ils savaient que leur lutte ne faisait que commencer. Ils avaient déclenché un changement, mais la lutte contre la corruption et l'injustice nécessiterait un engagement constant.